Pendant les élections fédérales, Radio-Canada Info vous propose un dossier complet pour tout savoir et tout comprendre. On est là pour vous aider à cerner les enjeux, là pour vous tenir informé partout et en tout temps. L'info qu'il vous faut se trouve à radiocanada.ca. Nous sommes le mercredi 2 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi. Bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Oui, on a appris au cours des dernières heures le décès de l'acteur, du comédien Val Kilmer, un comédien donc qu'on a pu voir effectivement dans les films Batman, The Doors, Top Gun également, le premier et le deuxième, celui qui avait été fait plus récemment. Donc, il y aura certainement plusieurs réactions à venir aujourd'hui, mais c'est une nouvelle qui est tombée effectivement au cours des dernières heures. D'abord rapportée par plusieurs médias américains, dont le New York Times, qui a sorti la nouvelle de ce que je comprends au départ. Sinon, aujourd'hui, ce qui va nous occuper, encore une fois, évidemment, cette histoire de tarifs, peut-être que vous êtes un peu exaspérés d'en entendre parler. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais c'est aujourd'hui la journée où Donald Trump doit donner des précisions sur l'entrée en vigueur de ces tarifs, parce qu'il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de flou, bien difficile pour des gens dans le milieu des affaires, justement, qui doivent naviguer à vue à travers ces informations qui sont parcellaires, qui sont parfois contradictoires également. Donc, Jean-Philippe Robillard va venir nous donner les détails de ce à quoi on doit s'attendre aujourd'hui. On sait qu'il y a déjà des tarifs en vigueur. Il y en aura d'autres. Tarifs réciproques. Est-ce que ce sera un seul et même tarif pour tout le monde, pour tous les pays? Ça reste à voir. On va savoir ça sur le coup de 16h heure de l'Est. À ce moment-là que Donald Trump doit prendre la parole. Il doit faire un événement avec ça dans les jardins de la Maison-Blanche. Vincent Maisonneuve est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Et évidemment, ça affecte la campagne électorale fédéral. Mark Carney rentre à Ottawa, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce matin ou si c'était hier soir, mais justement pour être prêt à réagir à ce qui sera annoncé. Et il est question aussi dans ces barrières tarifaires qui sont vues par les États-Unis, de la loi 96 qui vient renforcer le français dans l'espace public. Et hier, justement, ça s'est invité, cet enjeu-là, sans surprise, dans la campagne électorale. Oui, parce que Mark Carney a d'abord, en début de semaine, dit qu'il allait qu'il avait l'intention, que le gouvernement fédéral avait l'intention de participer à la contestation de la loi 96, si ça se retrouve jusqu'en Cour suprême, essentiellement sur la question de l'utilisation préventive de la clause dérogatoire pour le Québec, pour se soustraire à la charte, mais avec cette information qui a coulé comme quoi les Américains regardent, ça date pas d'hier, là, même à l'époque de Joe Biden, les Américains s'interrogeaient là, sur est-ce que ça constitue une barrière tarifaire d'avoir à étiqueter, d'avoir à faire des emballages en français. Bien, toute la question du français, la question de la loi 96 sur la défense de la loi du français au Québec, c'est revenu dans la campagne électorale et Mark Carney qui a été critiqué par les trois autres chefs là-dessus. Je vous en parle. Il y a aussi des candidats qui se sont fait montrer la porte. 3 candidats conservateurs à une seule journée. On parlait du libéral hier matin. Il reste 3 candidats conservateurs qui se sont fait mettre la porte par leur parti en raison de ce qui a été publié sur les réseaux sociaux dans le passé. Je vous en parle tantôt. Jour 11 de cette campagne électorale qui commence aujourd'hui. Un mot de sport maintenant. Caulfield, long détour, et remet ensuite à Suzuki. Suzuki vers le filet, contrôle! Ouais, c'est un but important. Ça, quand le U s'étire comme ça, on comprend que le but est important. Victoire du Canadien contre les Panthers de la Floride en prolongation. Merci au capitaine. Quel spectacle auquel on a eu droit hier soir. J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs partisans qui étaient prêts à regarder le classement pour voir l'impact d'une défaite face aux Panthers hier au classement parce que, je le disais hier, il y avait plusieurs adversaires qui jouaient des matchs hier et qui pouvaient peut-être ravir la 8e place du Canadien de Montréal. Et il a fallu s'accrocher à notre siège jusqu'à la toute fin. Vous l'avez dit, en fin de rencontre, avec quelques secondes à faire à peine, Nick Suzuki qui est allé marquer ce but important, ce but égalisateur qui forçait la prolongation. Donc, un point déjà empoché, très important pour le Canadien de Montréal. Et en prolongation, donc 38 secondes après son but égalisateur,
Nick Suzuki qui délivre le Centre Bell avec ce but. Il a fait le tour du filet pour battre Vitek Vanecek d'un tour de but extraordinaire. Là. Et il est allé marquer le but de la victoire. Victoire de 3-2 du Canadien de Montréal. Ça a été une soirée bien spéciale. Fallait décrocher les sourires, je pense, là, dans le vestiaire. Là. On regardait Brendan Gallagher qui était sans mots après cette victoire très émotive pour le Canadien de Montréal. Je vous invite à écouter justement les commentaires de Martin Saint-Louis qui parle de cette fin de match où ses joueurs se sont accrochés, même si tout pointait vers une défaite. On l'écoute. Tu te prépares que peut-être ça va être une défaite, même si tu as bien joué. T'sais. Puis c'est ça qu'on parle, tu contrôles ce que tu peux. Puis à soir, on a fait des très bonnes actions pour nous aider à gagner. Puis ça avait l'air que peut-être qu'on n'aurait pas gagné. Y a-t-il quelqu'un qui nous aide en haut, peut-être? Je suis sûr ma mère m'aide là. Puis aller finir ça en overtime. C'était une fin de match émotive, ça, c'est sûr. Un peu peut-être aussi les anciens fantômes du Forum qui se sont déplacés au Centre Bell. Les fameux anciens fantômes du Forum. Il y avait peut-être plusieurs de ceux-là qui étaient présents pour cette victoire du Canadien. Je le disais, une victoire importante parce que plusieurs adversaires ont perdu hier. Les Red Wings, les Islanders ont perdu, les Sénateurs ont perdu. Il y a seulement les Blue Jackets de Columbus contre les Prédateurs de Nashville qui ont connu un très bon match, une victoire de 8-4. Mais pour ce qui est du positionnement du Canadien, rien ne change. Le Canadien est toujours dans cette 8e et dernière place, donnant accès aux séries éliminatoires avec 79 points. Les Blue Jackets, donc, qui suivent tout juste derrière à 77 points, à égalité avec les Rangers de New York et les Red Wings, eux, qui sont à 75 points. Donc, c'est encore très serré. Mais il reste combien de matchs, là? Il en reste 8, sauf erreur. Oui, exactement. 8, sauf erreur. Et le prochain, c'est demain contre les Bruins de Boston. Il y aura aussi cette fin de semaine les Flyers de Philadelphie et justement les Prédateurs de Nashville. Donc, une semaine importante, mais vraiment une victoire intéressante contre les Panthers qui ont été balayés, il faut le dire, par le Canadien de Montréal cette saison. Les champions de la Coupe, les champions en titre de la Coupe Stanley. Là, quand même. C'est bon pour la confiance. Oui, exact. La victoire de Montréal, évidemment, a sa place en séries éliminatoires. Ça, c'est fait, on le sait. Par contre, là, évidemment, ce sont les matchs où on se prépare peut-être à disputer les matchs de série. Et finalement, la troupe de Corey Shevrick a plié devant la pire équipe de la LPHF. Oui, contre les Sirènes de New York. Dans un match difficile, encore une fois. C'est peut-être ça qui est inquiétant pour le club montréalais. On ne sent pas prendre notre air d'aller pour entrer en séries éliminatoires. Hier, contre les Sirènes, qui était effectivement la pire équipe de la LPHF, limitée à 16 tirs seulement, défaite de 1-0 à la Place Belle hier pour la victoire de Montréal. Donc oui, c'est un peu inquiétant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une pause de 3 semaines maintenant. Les joueuses des équipes nationales se rendront au championnat du monde pour disputer justement ce titre mondial. Mais on sent qu'il y a un petit effritement de difficulté là, à générer des choses sur la patinoire. C'était encore... c'était visible hier sur la patinoire. Là, on cherche un peu. Et il faudra redresser la barre, effectivement, pour espérer ne pas resubir le même sort que la saison dernière. Une participation en demi-finale et c'était terminé pour la victoire de Montréal. Donc, une défaite qui, peut-être sans importance, mais quand même qui laisse peut-être une trace en cette fin de saison. Merci beaucoup. Bonne journée, Olivier. Véronique Méran, bonjour. Bonjour, Mathieu. C'est l'hiver ce matin. Oui, c'est sûr, frais, c'est froid. Hein? C'est frais. Non, c'est froid. Frais avec un grand F, disons-le. -6 quand même. On n'était pas loin du record. Le record à battre était de -8 à Montréal. Donc, c'est sûr que c'est pas chaud. Les records dans ce sens-là, on les aime moins à ce On temps-ci les aime un peu moins. Hein? Dites-vous que ça tient les guêpes loin des terrasses, peut-être. Le froid. Mais il n'y a pas possibilité d'aller sur les terrasses. Peux-tu vous encourager avec quelque chose? Je ne sais pas, je sais. C'est bon. Ça éloigne les insectes, le froid, disons-le comme ça. Alors, ce matin, pensez à ce que vous voulez, mais c'est sûr que -6 à -9, quand vous allez sortir, c'est pas chaud. Pas plus que 2 à 4 encore aujourd'hui, mais il fera quand même beau. Là. Soleil ce matin, ça va s'ennuager cet après-midi. On ne change pas de cap. Cette perturbation qui arrivera ce soir, cette nuit, va donner un mélange de précipitations. Il y a des avertissements de pluie verglaçante qui ont été émis pour l'Estrie, les Laurentides, Québec, l'Outaouais. Montréal n'est pas sous avertissement. En fait, ça devrait commencer ce soir sous forme de faible neige. Pas d'accumulation significative. Ensuite, se changer en grésil, verglas, moins de 2 mm pour Montréal, 2 à 4 vers l'Estrie et autour de 5 mm pour les Laurentides, secteur de Québec. Là, c'est là où il y en aura un petit peu plus. Un peu plus de neige aussi vers Québec, 5 cm. Et puis, ça se changera en verglas seulement demain en cours de journée. Alors que les régions les plus au sud, la transition en pluie va se faire assez rapidement et on sera sous la pluie demain avec des températures qui vont grimper 13 à 15 degrés, peut-être jusqu'à 16 à Montréal. Demain après-midi, c'est fini. Venteux un peu, le ciel va commencer à se dégager et vendredi, plutôt beau temps quand même, 8 à 10 degrés au thermomètre. Donc ça se prend relativement bien. Du côté de l'Abitibi, c'est la même chose. Neige grisée à venir ce soir. Ça va se changer en verglas autour de 5 cm de neige avant la transition.
D'ici là, il fera beau, ça s'ennuagera cet après-midi. Très belle journée dans l'est du Québec, c'est du -1, -3. La neige commencera au cours de la nuit et les quantités de neige seront plus importantes pour l'est du Québec. Là. Un 10-15 cm pour le Saguenay, secteur du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. La Côte-Nord, ça pourrait aller jusqu'à 15 à 20 cm. Donc, ça commencera au cours de la nuit prochaine et ça va se poursuivre demain. En territoire ontarien, 20 à 30 cm aujourd'hui pour le nord de l'Ontario. Sudbury, plus au centre, on est sous avertissement de pluie verglaçante. Ça commencera cet après-midi. Là aussi, autour de 5 mm possible. Toronto-Windsor, c'est essentiellement de la pluie forte, 30 à 50 mm. Grésil, verglas, mélange neige, tout ça vers Ottawa ce soir, cette nuit, 2 à 4 mm seulement. Et dans l'ouest, ça se dégagera à Vancouver, Edmonton également. Calgary, il a neigé pas mal. Ça cesse graduellement ce matin, 10-15 cm au total. Vers Regina et Winnipeg, les températures sont légèrement au-dessus de zéro. Petit flocon fondant aujourd'hui. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Alors oui, Jean-Philippe sera avec nous dans quelques minutes. On va parler un peu de ce qui sera annoncé cet après-midi dans les jardins de la Maison-Blanche concernant ces impositions de droits de douane du président américain, ce qu'il appelle les tarifs réciproques. Le chef Mark Carney, lui, hier est rentré, hier soir, c'est ça, à Ottawa. Il met sa campagne sur pause, encore une fois, en prévision de cette annonce. Et Vincent, c'est sûr que cette histoire-là de tarifs, c'est ce qui continue le plus d'influencer ou de marquer la campagne électorale. Oui, et ce qui a fait réagir hier, c'est la protection du français. La loi 96 au Québec, par exemple, serait perçue comme une barrière commerciale par Washington. Pourquoi? Bien, ça serait une barrière notamment parce que cette loi oblige la présence du français sur l'étiquetage, sur les emballages. Les adversaires de Mark Carney ont mis en doute sa capacité à vraiment défendre cette loi 96. Pourquoi? Bien, parce que Mark Carney appuie l'idée d'une intervention du gouvernement fédéral dans une éventuelle contestation de la loi 96, comme c'est le cas avec la loi sur la laïcité, la loi 21. En début de semaine, Mark Carney avait dit être mal à l'aise avec la position du gouvernement du Québec d'utiliser de manière préventive la disposition dérogatoire pour soustraire cette loi-là à la Charte canadienne des droits et libertés. Mais le chef libéral assure que c'est sur cet aspect-là qu'il a un malaise et non sur la loi, sur le fond de la loi en tant que telle. Il n'y a pas de contradiction. Non, pas de contradiction. Et je suis absolument clair. Jamais la langue française, jamais la culture canadienne, y compris la culture québécoise, et jamais la gestion de l'offre seront sur la table. C'est un engagement personnel. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, en doute en disant que la position du chef libéral, elle est incohérente. Oui, et il n'est pas le seul à avoir sauté sur l'occasion pour critiquer la position libérale. On va écouter Yves-François Blanchet du Bloc, suivi de Pierre Poilievre, chef conservateur, et Jagmeet Singh, leader du NPD. La position des libéraux de Mark Carney et la position de Donald Trump sur la loi 96, c'est la même. Mark Carney protéger la langue française, c'est comme si moi, je protégeais le pétrole. M. Carney va contester la loi dans les cours, donc il va aller dans le même sens que Donald Trump. Moi, je ne vais pas faire ça. On a aussi des inquiétudes avec Mark Carney qui dit qu'il veut contester la loi 96. Voilà pour les réactions des différents chefs de parti. On va rester sur le thème de la campagne électorale parce que hier, c'est au tour des conservateurs d'avoir montré la porte à quelques candidats. 3 candidats, c'est ça? Oui, on parlait hier du candidat libéral Paul Chang qui s'est désisté en raison de propos controversés. Bien, hier, c'est les dirigeants du Parti conservateur qui semblent avoir fait une sorte de ménage du printemps parmi leurs candidats, fort probablement en raison des propos tenus dans le passé. D'abord, dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal, bien, le candidat conservateur Stephen Marquis s'est fait dire que ses récentes publications sur X constituaient une raison suffisante pour son renvoi, des publications qui versent parfois dans les complots, les théories du complot, notamment par rapport à la pandémie. Vous avez eu ensuite la retrait de la candidature de Mark McKenzie, c'est en Ontario, parce que le réseau CTV a découvert un enregistrement datant de 2022 dans lequel Mark McKenzie se dit en faveur du retour de la pendaison sur les places publiques.
public. Et puis hier soir, un autre candidat, cette fois en Colombie-Britannique, Lawrence Singh. Pas de détails là-dessus, mais il ne sera pas candidat pour les conservateurs. Merci Vincent. Bonne journée. On va poursuivre sur le sujet en revue de presse avec Gabriel Lemarquand-Perrault qui est dans notre studio d'Ottawa. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Parce que le Journal de Montréal, le Journal de Québec publie les résultats d'un sondage léger ce matin et Mark Carney est toujours en avance selon ce dernier sondage. Les libéraux qui sont en zone majoritaire ce matin avec 44 des intentions de vote. Ce sondage léger, le Journal et le National Post publiaient à la une des deux quotidiens ce matin. Les conservateurs de Pierre Poilievre, eux, demeurent relativement solides avec 38 des voix, mais la remontée des libéraux est dopée par une baisse marquée du Bloc québécois au Québec et l'effondrement du nouveau Parti démocratique, nous dit le journal. Après une semaine de campagne, le vote est plus ferme qu'il ne l'était il y a quelques semaines. 64 des personnes sondées disent que leur choix est définitif, ce qui rétrécit la marge de manœuvre pour les adversaires des libéraux. La bonne performance de M. Carney est notamment due à l'accueil chaleureux que lui réservent les Québécois, malgré son refus de participer au face-à-face de TVA et le fait qu'il promet d'intervenir contre la loi 96 en Cour suprême et que 48 des Québécois jugent qu'il maîtrise mal le français. Alors, sondage effectué pour le compte du Journal de Montréal et du National Post entre le 26 et le 31 mars auprès de 3002 répondants. Le vote autochtone en baisse au pays. Il y a un article à ce sujet-là sur notre site Internet ce matin. Article fort intéressant du collègue Mathias Marchal qui nous dit que le vote, en fait, qu'il n'est pas possible de connaître précisément le taux de participation des Autochtones qui vivent en milieu urbain, mais qu'il est beaucoup plus simple d'analyser les résultats des scrutins dans les communautés autochtones. Et lors des 4 premières élections fédérales du 21e siècle, les Autochtones qui vivent en communauté ont voté en moyenne dans une proportion de 44 %, alors que le taux de participation moyen était de 61 % au Canada. En 2015, par contre, lors de l'élection de Justin Trudeau, le Parti libéral et le NPD avaient mis au cœur de leur promesse la réconciliation avec les Autochtones. Et cette année-là, on a vu le taux de participation grimper dans les communautés pour atteindre 61,5 %, 7 points de pourcentage sous la moyenne canadienne. Dans certaines communautés, on a même manqué de bulletins de vote, nous dit l'article ce matin. Une remontée qui n'aura toutefois été de courte durée parce que les Autochtones qui vivent en communauté ne sont allés voter que dans une proportion de 52 % en 2019 et 44,5 % en 2021. Alors, à quoi s'attendre pour le scrutin, le prochain scrutin fédéral? C'est la question que pose le journaliste dans le texte d'Espace Autochtone ce matin. Au Québec, des infirmières déclarées coupables d'avoir volé du fentanyl dans les hôpitaux et des pharmacies. Du fentanyl et d'autres narcotiques aussi. C'est la une ce matin du Devoir. Des dizaines de milliers de comprimés d'oxycodone et d'hydromorphone ont été volés dans les hôpitaux et les pharmacies de la province depuis 3 ans. C'est selon des données obtenues du Bureau des substances contrôlées de Santé Canada. On parle aussi de centaines de timbres de fentanyl, de milliers de millilitres d'opioïdes injectables. Et depuis 2020, le Devoir qui a répertorié une vingtaine de décisions du Conseil de discipline de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec qui concernent justement des vols d'opioïdes faits par du personnel infirmier et 10 autres qui concernent des vols faits par des infirmières auxiliaires. Ces professionnels, nous dit le Devoir, font partie des rares employés du réseau de la santé à avoir accès à ces substances, des substances qui sont contrôlées, des médicaments à fort potentiel d'abus comme les opioïdes. Et le Devoir mentionne que les infirmiers, les infirmières utilisent différents stratagèmes pour se procurer ces médicaments. Certains ont réussi à se procurer des centaines de fioles ou de comprimés d'opioïdes pendant des mois, voire des années, avant de se faire prendre. Merci, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler de ce qui va certainement encore une fois marquer cette journée. On a vu que ça... Aucun doute. Oui, ça marque la campagne électorale. Le chef Mark Carney qui a mis sa campagne sur pause pour surveiller ce qui va se passer. Et on va vraiment être fixé sur quel genre de tarifs, quelle ampleur ça va avoir, quels produits seront touchés, s'il y a des variations d'un pays à l'autre. Enfin, tout ça
À 16h, le président américain Donald Trump, à 16h, heure de l'Est, devrait donner des détails là-dessus. 16h, Mathieu, donc à la fermeture des marchés boursiers, effectivement. Donc, à 16h, que Donald Trump donc, va détailler sa stratégie commerciale, qu'on va enfin savoir quels sont les pays ciblés, quels sont les produits visés par ces nouveaux tarifs douaniers réciproques qui pourraient être, selon certaines informations, d'environ 20%. On va savoir également aujourd'hui pendant combien de temps, Mathieu, ces nouveaux tarifs douaniers seront appliqués. Est-ce que ça sera 1 an, 2 ans ou 4 ans. Le professeur de droit international économique à l'Université Laval, Richard Ouellet, croit que le président Trump, lui, va, Mathieu, avec ce qu'il va annoncer aujourd'hui, cibler 3 types de pays. On l'écoute. Il va classifier probablement 3 grandes catégories de pays. Les pays avec lesquels il veut entrer en guerre, avec lesquels il sait qu'il ne s'entendra pas. La Chine fait partie de ça. Les pays avec lesquels il va vouloir s'entendre et dont il a besoin. Le Canada, l'Union européenne font partie de ça. Nous, on fait partie de ça à cause de notre énergie, à cause de nos minéraux, à cause de l'acier, de l'aluminium, du bois, etc. Et il y a une 3e catégorie de pays, probablement, que lui qualifie souvent de profiteurs, qui sont les petites économies, dont les États-Unis n'ont pas vraiment besoin, mais qui font du commerce avec les États-Unis et qui ont une balance commerciale positive avec les États-Unis. Un pays comme le Vietnam, par exemple. Oui, c'est intéressant, cette analyse-là. Et ce qui serait intéressant de voir également aujourd'hui, Mathieu, c'est si les nouveaux tarifs qui seront annoncés aujourd'hui vont s'ajouter, vont s'additionner à ceux qui ont déjà été annoncés. On pense, par exemple, aux tarifs sur l'acier et l'aluminium qui sont entrés en vigueur le 12 mars dernier, parce que ça pourrait faire beaucoup. C'est ça, parce que là, on va avoir de nouveaux tarifs. Oui. Il faut comprendre ça, mais il y en a qui ont déjà été annoncés et qui entrent en vigueur aujourd'hui. Alors, c'est tout ça, dans le fond, qu'on va voir. Dont, entre autres, ceux sur les véhicules importés, sur les semi-conducteurs, sur les médicaments qui vont également entrer là, en vigueur aujourd'hui. OK, donc c'est ça. Ces tarifs-là, plusieurs entrent en vigueur aujourd'hui. L'objectif du président, c'est de ramener ces entreprises-là dans l'économie américaine. Les tarifs entrent en vigueur aujourd'hui, mais c'est à partir de demain donc que l'administration Trump va commencer à récolter l'argent. Et vous l'avez dit, l'objectif de tout ça, c'est de ramener des entreprises aux États-Unis, de créer des emplois en territoire américain. On écoute la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Ça va fonctionner. Le président dispose d'une brillante équipe de conseillers qui étudie ces questions depuis des décennies. L'objectif est de restaurer l'âge d'or de l'Amérique et d'en faire une superpuissance. Je rappelle les investissements qui ont déjà été faits et le président n'a même pas encore annoncé ses tarifs. Des milliards de dollars d'investissements privés du monde entier ont été déversés dans les communautés américaines. Alors, il y en a plusieurs qui craignent que l'imposition de ces tarifs entraîne éventuellement une récession parce que les pays ciblés, dont le Canada ou encore ceux de l'Union européenne, Mathieu, on s'en doute bien, l'ont annoncé, vont riposter. Le premier ministre Mark Carney, qui a mis sa campagne sur pause, pour ça, aujourd'hui, a promis une réplique réfléchie. Et tout ça, bien sûr, ça suscite beaucoup d'inquiétudes au pays dans plusieurs secteurs de l'économie. On pense entre autres à l'industrie de l'automobile, chez les producteurs également de fruits et légumes, de l'inquiétude aussi dans le secteur de l'aéronautique. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va suivre ça aujourd'hui. Merci, bonne journée. Oui, effectivement, ça va être la grosse nouvelle du jour. Vous allez en entendre beaucoup parler. Évidemment, ça nous touche directement, donc on va essayer de décortiquer ça, d'analyser ça pour vous. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je prends quelques secondes pour vous dire que c'est Marie-Michel Bordua qui sera avec vous demain et vendredi. Conciliation travail-famille. Ma fille, qui joue au hockey, participe au championnat provincial de hockey féminin. Ça se passe au Lac-Saint-Jean. Alors, je serai avec vous, chers auditeurs et auditrices de ce coin-là, pour la fin de semaine. C'est plus qu'une fin de semaine. Là. Ça commence dès jeudi. Alors, Marie-Michel sera avec vous. Sinon, je vais vous retrouver lundi. Vos équipes du matin, prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.